Très bien. Merci. Bonjour tout le monde. C'est difficile de parler à nouveau ou manuel. Je vais essayer. En fait, mon objectif, c'est de donner quelques messages clés. C'est de donner quelques messages clés. Vous m'entendez? Voilà, comme avec la vidéo qui vient de passer, je n'ai pas besoin de reparler de ça. L'eau est vitale, etc., précieuse. D'accord, si on vous empêche de boire, vous ne risquez pas de survivre. Je vais essayer de parler de l'eau par ses spécificités, ses valeurs, parler du contexte. Oui. Hein? Alors, plein d'écran. Fille? Est-ce que je suis habitué à Mac? Je suis désolé. Ah, c'est bon. La complexité, les contextes, les faits et les défis, les enjeux. Je vais faire un petit zoom sur le Maroc. Je vais parler de la complexité de l'eau et de ses dimensions, des paradigmes de gestion et le rôle de l'éducation, de la recherche, développement, innovation. Et enfin, comment faire face aux vulnérabilités eau et climat. Et en fait, si j'arrive à faire, parce que là, peut-être je voudrais la diapositive, il a raison, si on peut passer au mode plein écran, ce que les... Là, si on agrandit, on va faire. Alors, j'ai intitulé d'ailleurs cette conférence-là, Intelligence collective pour faire face aux vulnérabilités liées à l'eau et au climat. Importance de l'éducation, de la recherche, développement et innovation. Je l'ai déjà enregistré. C'est juste plein écran. Bon, on va jongler avec ça. Bref, je vais jongler avec ça. Présent, voilà. La jeunesse. Tout à fait. Donc, j'en suis là. Et je pense que tout le monde sait ça. C'est un bien vital, c'est un droit fondamental, c'est un bien commun. C'est la base d'un partenariat social. Et c'est pour ça qu'il faut contrôler les monopoles et la limitation des profits. Il y a la notion de partage, de limitation du gaspillage, contrôle de la pollution. L'eau est hors marché, même si ça coûte ce que ça coûte, comme c'est le cas dans les zones avec. Mais elle a un certain prix. Attention, il y a aussi l'eau comme risque. Il n'y a pas que l'eau comme bien. Les risques, vous savez, les inondations, etc., les sécheresses. Et je vais situer un peu ce qui se passe d'après la place mondiale de l'eau. Qu'est-ce qui se passe si vous voyez la zone rouge, ce beau pays qui est le nôtre, est dans cette zone rouge. C'est-à-dire en situation de pénurie, où la dotation est inférieure à 1000 mètres cubes par habitant par an. En fait, mais actuellement, on est à moins de 500. D'accord? Donc, on était en stress hydrique, maintenant on est réellement en pénurie. Il faut chercher des solutions. Et
savez, sans parler des impacts des changements climatiques, ça brasse beaucoup de choses. Tous les secteurs de l'agriculture, les forêts, l'eau, la côte, les écosystèmes, la santé, les communautés, l'énergie, le commerce. Je ne vais pas parler de tout ça avec quelles contraintes liées aux objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 17, dont l'ODD 6, qui est garantir l'eau propre et l'assainissement via des actions appropriées. Et pour ceci, c'est d'ailleurs un des objectifs de ce pays. On a malheureusement nos objectifs de développement durable, je ne les ai pas vus réalisés, parce que ça fait appel justement à la science, la recherche, etc. Et il faut un suivi des objectifs cibles. Je suis l'agriculture, je suis l'eau elle-même, etc. On fait appel aux technologies spatiales d'observation de la Terre parce que l'information est spatiale. Ce n'est pas n'importe quoi, l'information est spatiale. Il y a un processus de développement de nature sociétale et un lien avec les objectifs de développement durable. Un compromis entre les besoins humains en eau et la durabilité environnementale. La satisfaction des besoins humains qui peut entraîner des externalités environnementales négatives et une pression sur le système hybride. Et puis, SDG Smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalistique et dans le temps. Les enjeux clés, c'est les indicateurs, et les interconnexions et la mise en œuvre. Et l'aspect adaptation dont je vais parler un peu plus loin. Pour ceux intéressés, il y a une initiative IPAM dont je suis cofondateur. C'est adaptationmetrics.org et vous avez des informations là-dessus sur ceci. Et je vais tout de suite aller, même si ces chiffres, c'est les chiffres de 2018, vous devinez qu'ils ont changé avec les prévisions des climatiques, c'est des baisses de 20 à 40%. Mais mettons-nous juste en 2018, il y avait théoriquement 140 milliards de mètres cubes qui tombent du ciel. Mais regardez bien, c'est pour ça que j'insiste pour cette diapositive, il est important. Combien remonte vers le ciel? 4 à 25%. Ça veut dire déjà, j'ai une partie de la solution. Si je pouvais limiter l'évapotranspiration, je reviendrai sur ça. En définitive, il reste 22 milliards, soit 16%. Une partie part vers la nature qui en a besoin, une partie est mobilisable. Et encore une fois, remarquez qu'est-ce qui se passe, qui prend toute l'eau? L'agriculture. Presque 4 à 25%, 90%. L'eau potable, 10 à 15% maximum. Donc vous voyez, là aussi, on a une niche. La grande niche, c'est quoi? C'est rationaliser, optimiser l'usage de l'eau dans l'agriculture. Donc on voit des niches de recherche importantes. Et le poids de l'agriculture versus sécurité alimentaire, vous voyez avec un détail ici, avec le HPC, le ministère de l'eau et le ministère des Finances. Ça, c'est leur diapositive et je ne vais pas rentrer dedans. Que fait le Maroc face à la pénurie? On essaie d'optimiser les eaux conventionnelles. Je pense que M. Zvini parlera mieux, parce que moi je préfère aborder l'aspect plutôt recherche et éducation. L'aspect qu'est-ce qui se passe et les chiffres exacts concernant l'eau, je préfère que ce soit quelqu'un d'officiel de l'administration qui en parle. La réalisation des 2 milliards de mètres cubes pour les techniques économono d'irrigation, mais de toute façon, on a besoin de voir comment on va décliner tout cela. Le recours au dessalement d'eau de mer, mais on a tout de suite vu qu'il y avait d'autres solutions. En fait, les barrages, je ne dis pas que la politique des barrages est mauvaise, elle est bonne, mais il faut la revoir. Il faut faire évoluer la politique des barrages, parce que c'est un stockage en surface, ça veut dire l'évapotranspiration. Je vais discuter un peu de ces moyens. Puis l'interconnexion,
contre le système qui est magnifique, mais il faut faire ce qu'on appelle ça permet de la fiabilisation du système. Mais ça coûte cher. Si c'était investi, s'il y avait des investissements, ça fait longtemps, on gagnerait. Mais de toutes les manières, si on arrive à le faire, c'est un bon investissement. C'est une bonne voie, comme je dis, mais on peut mieux faire si on fait appel à la science, à la recherche, l'innovation, incluant les sciences humaines et sociales. Parce que l'eau, c'est l'affaire de tous. On fait tous partie du problème et on fait tous partie de la solution. Évidemment, il y a une nécessité impérieuse pour contrôler les pertes d'eau qui sont énormes. Donc il faut un audit de l'eau avec toute l'évaluation et injecter des interventions, des mécanismes de maintenance pour le contrôle de ces pertes. Et je reviens à la complexité de l'eau et dimensions, puisque nous sommes dans une école d'ingénieurs, et c'est important. Parce que pour beaucoup, il y a deux types d'eau, enfin pour ceux qui savent. Il y a les eaux qu'on appelle conventionnelles. Les eaux conventionnelles, c'est les eaux du bon Dieu, qui proviennent à partir des précipitations. Donc, depuis les surfaces de captage, prélevées dans les ruisseaux, les rivières, les lacs, pour récupérer des nappes souterraines via les sources électriques. Et puis, on a les eaux de surface. Et puis, on a ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles. En fait, maintenant, comme les eaux du bon Dieu conventionnelles ne suffisent pas, il faut faire appel aux eaux dites non conventionnelles. Et si vous voyez le cas de Singapour, il n'y a pas d'eau, du tout, c'est un recyclage total. Et ils ont une eau procédure, c'est écrit New Water, cette eau est entièrement recyclée. Mais encore faut-il changer le mental des Marocains. Est-ce qu'il peut boire une eau qui est entièrement recyclée? Peut-être que dans ce soleil-là, on va parler un peu plus de ce genre de choses. Et les eaux non conventionnelles, donc à partir du dessalement des eaux saumâtres et de mer, mais à quel coût? L'énergie, tout ce qui est dessalement, ça nécessite de l'énergie. Est-ce que l'agriculteur peut payer une eau à 4,50 à 5 dirhams? C'est pas possible, sinon tous les légumes que vous allez voir avec les favoris, ça va coûter. C'est déjà la moitié de l'essence. Et donc c'est compliqué. Il y a un aspect lié à la collecte des eaux pluviales qu'on n'encourage pas. Quand on voit les pays du Nord, ils ont tous des toitures comme ça, ils récupèrent de l'eau, au moins pour le jardin, et parfois pour ce qu'on appelle, on peut les injecter pour les toilettes qui sont très consommatrices d'eau. Et d'autres sources. Il y a des sources et d'autres dimensions dont j'aimerais parler. Dimension, contrainte et exigence. Monsieur le modérateur, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Pas de souci. Je vais essayer de porter quelques messages. C'est l'objectif. Donc d'abord, c'est complexe. Parmi les choses les plus complexes, c'est justement parce que les processus sont complexes. Ça fait appel à beaucoup de disciplines, des médias naturels, il y a beaucoup d'incertitudes. Les données sont hétérogènes, il y a des mégadonnées, il y a des modèles dits déterministes, des modèles dits stochastiques. Il y a un lien fort avec les aspects socio-économiques et culturels. Il y a une dimension géographique spatiale. Chaque région a ses spécificités. Il y a une croissance de la population avec les changements climatiques, les objectifs de développement durable 6 et 4, l'éducation et autres. Les clés de succès. 1. Partager. Or, le mot partage, malheureusement, c'est parce que c'est ici, dans ce beau pays. En tant qu'universitaire, vous allez chercher les données, ben, on dirait que c'est une propriété privée, alors que la loi a dit clairement que c'est des données publiques. Explorer, c'est le catalyseur de l'écosystème de l'université. Exploiter sciences et technologies, éducation et recherche, et s'adapter. Alternative pour lutter contre la pénurie et les impacts climatiques. Je continue. Il y a des questions économiques et financières.
il y a beaucoup de parties prenantes. Ça fait partie du problème, parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, il y a une mauvaise coordination, il y a beaucoup de mécanismes financiers. J'ai un ami ici qui pourrait nous en parler beaucoup plus que moi, sur le plan, les partenariats publics-privés, les concessions, les projets de type construction, exploitation, transfert, les BOT, etc. Donc, plein de mécanismes, parce qu'actuellement, on a besoin de ces mécanismes pour booster les solutions, parce que notre objectif ici, c'est les solutions. Et les solutions doivent intégrer la science. Ne pas se faire dans une administration technique. Question réglementation institutionnelle. Il y a la politique de l'eau, comme j'ai dit, qu'il faut revoir. On ne peut pas continuer à faire la politique d'il y a longtemps. Il faut intégrer les contraintes. Considération environnementale. Les organes de gouvernance. Les questions humaines et sociales, avec l'implication des partenariats, l'approche participative, la réduction de la pauvreté et les impacts socio-économiques. Alors, si je veux réellement, si j'examine ce spectre de complexité, j'ai besoin de maîtriser la disponibilité de l'eau. Donc, je dois surveiller, modéliser, prédire tous les types d'eau, surface, souterraine et non conventionnelle. Et les non conventionnels incluent beaucoup d'autres. La demande en eau, je dois aussi connaître, compte tenu de l'habitat et de la distribution géospatiale, ce qui se passe. Et puis le contexte, les infrastructures qui existent dans la région en question, les droits d'eau, l'arsenal juridique, les règles de fonctionnement, les considérations environnementales et un aspect lié à l'adaptation et à l'atténuation, dont je parlais un peu plus loin, et les systèmes d'aide à la décision, où j'ai le système, le problème et le décideur. Donc il faut planifier les réservoirs, les bassins, le fonctionnement des réservoirs, les systèmes d'alerte et l'évaluation des catastrophes, le bilan hydrique dans le bassin et la zone irriguée, planification des projections, autre activité sur la gestion de l'eau, le mix gestion intégrée des ressources de l'eau et le nexus. Le nexus, c'est un nouveau concept de paradigme qui intègre l'eau, l'agriculture et l'énergie. Et je vais, si on a le temps, vous parler d'une extension que j'ai faite moi-même pour parler de nexus. Et le capital humain, finalement, c'est le plus important dans tout ça. Un bon formatage à l'économie de l'eau et sa préservation en termes de qualité, ciel, retour propre à la nature. Donc il faut, c'est ce genre de message dont on a besoin. Alors, les exigences scientifiques multiples. On parle de souveraineté scientifique. Comment vous voulez avoir une souveraineté scientifique si le chercheur n'est pas impliqué? C'est impossible. Donc les données, quelles données, même si j'ai des données, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est la bonne procédure pour les observer? Et la recherche est là pour essayer justement d'apporter des plus dans ce sens-là. Et puis le partage. S'il n'y a pas de partage, on ne peut pas avancer. Gestion des données spatiales, big data, paramétrisation numérique, approximation numérique, résolution spatio-temporelle, analyse des scénarios, simulation de scénarios, interprétation des résultats, développement de mesures d'atténuation et d'adaptation. Je ferai un petit slide sur ça. Les technologies et la vulgarisation scientifique. Déjà, en termes de paradigme, on parle de la gestion intégrée des ressources en eau. J'ai fait une petite extension à ça, en intégrant un degré d'incertitude. D'abord, j'introduis le bassin avec un contexte climatique, c'est le bassin. Et puis vous avez les infrastructures, c'est-à-dire hydrauliques. Il y a des allers-retours entre les deux, avec les etc. Et puis il y a les usages de l'eau, qui sont divers et variés dans un environnement, contexte socio-économique. Il y a une offre et une demande. Et puis à l'intérieur du management. Là, le management on traduira les risques, les alternatives, les critères, les contraintes. Parce qu'on ne peut pas gérer comme ça pendant la gestion intégrée des ressources en eau. C'est une procédure qui est communément admise par l'administration
de l'hydraulique, mais on ne peut pas, il faut introduire la notion de risque, la notion de contrainte et de critères. Pourquoi est-ce que je veux favoriser? Il y a une gestion consensuelle. Mais quand l'agriculteur dit, bien moi je veux 90%. Or, on est dans une position, on ne peut pas lui donner 90%. Donc il faut étudier tout ça. L'aspect nexus étendu dont je vous ai parlé, le nexus conventionnel, c'est ce qu'il y a au milieu, l'eau, l'énergie, etc., que j'ai rajouté 3 autres sous-nexus que j'ai appelé la sécurité alimentaire, qui implique le sol, la dynamique de l'eau et les fertilisants. On a besoin d'engrais pour faire de l'agriculture propre. C'est pour ça que j'ai appelé ça la sécurité alimentaire. Et puis on a une autre, parce que l'énergie a évolué, il n'y a plus que l'énergie classique. Il y a des sources d'énergie innovatives, il y a des énergies renouvelables, il y a la valorisation des déchets, il y a l'optimisation de la réduction. Et donc, et vous avez un autre, c'est le bien-être. En fait, il y a l'eau. L'eau est source de maladies, c'est une maladie hydrique. Donc il y a la santé, il y a des effets sur la santé, il y a des risques. Et il y a l'éducation. Sans éducation, et ce paradigme-là, que j'ai appelé nexus étendu, est extrêmement important pour décliner des logiques et des stratégies. Je ne vais pas vous baratiner avec la modélisation, mais c'est important de comprendre un peu. Il y a un système que je suis en train d'analyser. Ça peut être une nappe, ça peut être une rivière, ça peut être un ensemble de systèmes. Ça se passe toujours comme ça. J'ai des causes ou des inputs, et j'ai des effets ou des outputs. Et ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être une boîte noire pour certains. Ça peut être aussi du conceptuel, c'est-à-dire des équations basées sur la physique. Mais même, quelle que soit la chose, on peut avoir ce que j'appelle des modèles à partir des données, c'est ce qu'on appelle les data-driven models, c'est ce qui est à la mode. Tout le monde aime jouer avec la data, et il fait sa petite régression linéaire ou non linéaire, il est content. Il croit qu'il a réellement modélisé la chose, c'est un leurre. Il y a de la physique derrière. Et quand une extrapolation d'un système empirique ne peut pas aller au-delà de 20-25%. Alors si c'est une modélisation conceptuelle, c'est autre chose. Et même si c'est le cas, il y a beaucoup d'incertitudes sur les données, sur les paramètres, l'abstraction, l'idéalisation du modèle mathématique lui-même, les conditions initiales et limites, les données sur le domaine de la frontière, le modèle numérique lui-même, et le hardware utilisé. Et il y a aussi une certaine complexité computationnelle, parce qu'on a la trinité des données, un jeu de données spatio-temporelles, des modèles et des scénarios. Et je fais appel à toute une série de choses, comme des bases de données, des systèmes d'information géographique, des détections, et puis le changement climatique, les infrastructures, et les modèles qui impliquent la météorologie, de l'hydrologie, du computation fluid dynamics, et de l'assimilation des données. Oui, je tenais à définir cette notion d'adaptation, parce que nous, les pays du Sud, on est en train de subir la pollution. On ne la crée pas réellement. Donc l'atténuation, c'est juste de s'appuyer sur un aspect de développement propre. Réellement, les pays du Sud sont plus concernés par ce qu'on appelle l'adaptation. Et l'adaptation, l'atténuation plutôt, elle a une métrique bien définie, c'est la tonne de carbone. Alors que pour l'adaptation, il n'y a pas de définition. Chaque chose. L'agriculture, c'est une chose, l'eau, c'est une chose, etc. Alors, les vulnérabilités, elles sont dues aux prédictions très défavorables en termes d'impact climatique et rare pour le pays comme on l'a fait. Une grande partie de l'économie est basée sur l'agriculture, qui est sensible au climat. On n'a pas d'industrie. Faible base technologique et scientifique et accès à une connaissance limitée. Faible capacité d'adaptation. Capacité financière et institutionnelle limitée. Et plus important, moi je compare n'importe quel projet, que ce soit un Mars, que ce soit
un programme d'éducation, que ce soit un département, que ce soit un projet, je le compare à un ordinateur. L'ordinateur, pour faire fonctionner ce bazar-là, il faut du hardware. Le hardware, on peut l'acheter. La Chine, on produit, beaucoup d'autres, le hardware, il existe. Mais pour faire marcher ça, il faut du software. Et en plus, il faut un operating system, du Linux, du Microsoft, un truc ou Unix, Linux, etc. Et avec ça, l'ordinateur, s'il y a les trois ingrédients, il fonctionne à merveille. Nous, au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? L'infrastructure, on l'a construit. C'est invisible, c'est un beau bâtiment, mais inerte. C'est un container, mais il n'y a pas de contenu. Aux États-Unis, quand on a développé les cycles d'innovation, on n'a pas fait le building. On a laissé les innovateurs dans leur garage innover. Et quand il y a eu beaucoup d'innovation, on a construit un container. Donc là, malheureusement, c'est des vitrines. L'infrastructure, ça reste une vitrine. Pour la faire marcher, il faut du contenu. Et le contenu ne peut être développé que par le capital humain. Donc la formation des femmes et des hommes, c'est la base de tout. Et mieux que ça, pour que ça puisse marcher réellement, il faut de la bonne gouvernance. Donc, souvent, on a un projet où il y a un seul ingrédient qui marche, c'est l'infrastructure. Il n'y a pas de capital humain, il n'y a pas de bonne gouvernance, donc le projet est voué souvent à l'échec. Je suis désolé, je n'invente pas mes mots, je dis ce qui se passe. Je pense que vous vous retrouverez dans ces scénarios. Alors, à réduction, je vous ai promis de parler un peu de débat pour transpiration. Monsieur le modérateur, vous m'arrêtez à n'importe où. Encore 5 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de messages, mais la réduction des evapotranspiration, je tenais à le faire parce que on n'en parle pas, comme si il n'y a que la solution des dessalement de l'eau de mer. Et si je maîtrisais la technologie, ça va, je ne maîtrise rien. J'achète la technologie clé en main, je ne sais pas fabriquer de membranes, j'achète plein de membranes et les membranes coûtent très cher. Est-ce qu'il y a de la recherche sur les membranes? Il n'y en a pas. Qui fabrique les membranes? Les États-Unis, la Chine, Israël, un peu l'Espagne, un peu l'Indonésie. Donc, on n'a pas fait les bons investissements. C'est beau d'aller vers le dessalement. Mais il faut formater les têtes pour pouvoir suivre la chose. Il y a les plantes résistantes à la sécheresse. Il y a le paillage, il y a l'ombrage. Regardez combien de possibilités il y a. Est-ce qu'on vulgarise ça? Non. Le petit agriculteur qui n'a déjà jamais étudié et qui ne bénéficie ni des fertilisants ni de rien du tout, comment voulez-vous qu'il fasse? S'il pouvait avoir son autosatisfaction alimentaire, c'est merveilleux. L'amélioration de la structure du sol. J'aimerais parler des couvertures flottantes, dont je parlais il y a plus d'un quart de siècle déjà. Il y a des billes flottantes, je vais vous illustrer ça, des membranes flottantes, il y a les panneaux photovoltaïques flottants. C'est une idée très simple. Je produis de l'énergie et j'économise de l'eau. Et pourquoi ça n'a pas suivi? Il y a des revêtements, il y a de la végétation, etc. Ça, c'est juste... Bon, malheureusement, ça ne marche pas. C'est les billes dont je vous parle. Alors, Amin. Est-ce qu'il est? Amin. Final. Allez, on va faire ça manuellement. Il y a finalement les panneaux photovoltaïques. Ouf, Maroc, j'ai écrit, parce que la première fois, on parle un peu de cette initiative pour le Lucas. Et par hasard, c'est Sizbini qui va. Donc je lui laisserai ça. Moi, j'étais très content, ça vient d'être fait plus loin. Et déjà, on réduit l'évapotranspiration de quelques pourcents, 40%. Pas mal.
Alors, le rôle de l'éducation, il faut informer les individus, encourager les comportements responsables, les décideurs. Des initiatives, il faut des initiatives. Les programmes éducatifs. Et ça commence par l'école primaire, les maternelles. Comme pas de sensibilisation. Médias digitaux, publication de guides pratiques, vidéos, mobilisation des acteurs, intégration de modules sur l'eau dans les programmes scolaires, promotion de la recherche, préparation de la société aux enjeux des changements climatiques, éduquer les gens, mieux expliquer la compréhension de la science du changement climatique via la vulgarisation, éduquer sur les stratégies d'adaptation et d'atténuation, etc. Faire face aux vulnérabilités. Donc, apport des sciences, technologies, ça c'est important. Donc, il faut quand même, pour optimiser, déjà les eaux du bon Dieu, on n'arrive pas à les optimiser. Parce qu'on laisse aller l'eau vers l'océan. Donc, il y a toute la chaîne logistique, haute surface ou souterraine. Il faut optimiser la production, la mobilisation, les infrastructures, le traitement, la distribution, l'utilisation finale, compte tenu des systèmes de droit de l'eau. Si on ne maîtrise pas la boucle, c'est surtout un système intégré. On ne peut pas voir qu'un angle. Il faut voir tous les pas. Et on peut optimiser chaque process. Développement de stratégie efficace de gestion rationnelle, recours immédiat aux sources non conventionnelles, bon, on a commencé à le faire, mais il faut des programmes d'incitation communautaire. Donc il faut aider le petit agriculteur ou la communauté à utiliser les méthodes modernes. Et le panneau solaire, il est bon, c'est l'énergie gratuite, mais quand quelqu'un a accès à l'eau via un forage et il a de l'énergie gratuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à tirer le maximum. Ça ne va pas. Donc, il faut que les mindsets, l'état d'esprit, quand même, qu'on puisse le changer. Technologie avancée de l'eau, donc irrigation, approvisionnement en eau, dessalement, déminéralisation. Le Nexus Énergie, donc tel que j'en ai parlé, l'eau est pour le sol, les sécheresses et la désertification, l'intrusion d'eau salée et la valorisation des terres dégradées, les stratégies agricoles de la surveillance de l'humidité du sol, l'apport optimisé en eau, chaque plante, chaque arbre, comme l'être humain, a besoin d'une certaine quantité d'eau. Il ne faut pas lui donner plus. Surveillance à distance, les impacts des changements climatiques, implication, inclusion de la recherche, développement, innovation, contribution déterminée au niveau national. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'administration qui fait ça. Et on n'a jamais vu de projet. Parce que ça implique de la recherche. Donc il faut de nouveaux paradigmes, de nouvelles approches et priorités pour aborder ces questions. Exigence de la rigueur et la science dans toutes les étapes. Les données, l'expérimentation, les technologies d'intelligence artificielle, les sciences de données, la modélisation et la simulation des scénarios pour l'aide à la planification stratégique et l'implémentation de programmes d'aide à la prise de décision. Qu'est-ce qu'il faut alors comme action et tout de suite? On sait que le climat a changé. Ça, on le sait. Il y a des observations, des instances internationales, le GIEC, la Banque mondiale, l'Organisation de la météorologie, etc. Le climat va continuer de changer. C'est encore des instances internationales qui le disent, c'est pas moi. Le climat, le résultat, le climat demande des changements à tous les niveaux. J'ai dit tout à l'heure, nous faisons tous partie du problème et de la solution. Donc il y a le citoyen, la société, l'éducation, la formation, et de l'intelligence collective, et du patriotisme. S'il n'y a pas de patriotisme, il n'y a rien. Au-delà de la dimension égoïste de l'homme. Et je vous remercie.